Burkina Faso, plus de 10 000 personnes ont participé à un meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité confrontées à des attaques djihadistes meurtrières et récurrentes depuis 2015. En Guinée-Bissau, les forces de l'ordre ont violemment réprimé une manifestation organisée par l'opposition pour réclamer un report de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre. Le bilan fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Et puis la République démocratique du Congo et les armées des pays voisins veulent unir leurs efforts contre les groupes armés dans la région des Grands Lacs. C'est ce qui ressort d'une réunion des chefs des armées tenue à Goma cette semaine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, plus de 10 000 personnes ont participé à un meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité. C'était ce samedi dans la capitale Ouagadougou. L'armée burkinabé, faut-il le rappeler, est confrontée à des attaques djihadistes meurtrières et récurrentes depuis l'année 2015. Reportage. Plus de 10 000 personnes ont manifesté samedi à Ouagadougou pour exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité confrontées à des attaques djihadistes meurtrières et récurrentes depuis 2015. Les manifestants s'étaient rassemblés au stade municipal Joseph Konombo dans la capitale burkinabé. Munis de fanions, le poing en l'air, ils ont entonné l'hymne national en soutien aux forces de sécurité, puis observé une minute de silence en hommage aux victimes. Depuis que les terroristes ont commencé à sévir, il me semble que les forces de défense et de sécurité se sont retrouvées dans la posture de la défense et de réplique. Il s'agit là d'une stratégie qui a ses forces et ses limites. Il me paraît nécessaire de sortir de la défensive pour nous engager résolument et activement à l'offensive, tous azimuts. Nous appelons au sursaut patriotique afin de faire des 20 millions de Burkinabés des soldats au service de la défense de la patrie. Tous unis, nous parviendrons à bout de la barbarie. Alors, peuple du Burkina, montrons-leur que nous sommes encore plus déterminés et que nous n'avons jamais eu peur de la mort. Le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Sous-équipée et mal encadrée, l'armée qui paie un lourd tribut aux djihadistes s'est jusqu'ici montrée incapable d'enrayer le phénomène. L'assemblement, c'est de motiver ces forces de défense et de sécurité à aller de l'avant, que nous comptons sur eux. Parce que s'ils baissent les bras, c'est fini pour tout le monde. Donc c'est très important de les encourager et de les motiver d'aller de l'avant. La troisième, c'est une attaque à notre intégrité, à notre dignité, à notre vivre ensemble, à notre cohésion. Voilà pourquoi nous avons appelé tous les Burkinabés, sans distinction quelconque, à s'unir autour de la lutte contre le terrorisme. Depuis début 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait près de 625 morts et occasionné près de 500 000 déplacés internes. En Guinée-Bissau, les forces de l'ordre ont violemment empêché la tenue d'une manifestation organisée par l'opposition pour réclamer un report de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. Une répression qui a fait un mort et plusieurs blessés dans une ambiance de plus en plus tendue à un mois de l'échéance électorale. Voici les images. Un militant de l'opposition en Guinée-Bissau a été tué samedi par des policiers qui ont empêché à coups de gaz lacrymogène plusieurs milliers de personnes de manifester dans la capitale pour réclamer un report de l'élection présidentielle prévue dans un mois. Demba Baldé, âgé de 48 ans, se trouvait dans une permanence du second parti d'opposition à l'Assemblée, le Parti pour la rénovation sociale, PRS. Ailleurs, dans la ville, la police est intervenue à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui tentaient de se rassembler, faisant plusieurs blessés. Les principaux partis d'opposition et des candidats se présentant comme indépendants avaient appelé à manifester pour exiger une révision complète du fichier électoral afin d'éviter les fraudes lors du scrutin fixé au 24 novembre prochain. Cette révision, refusée par le gouvernement dirigé par le parti historique, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, entraînerait un report de l'élection alors que la communauté internationale insiste sur un respect du calendrier électoral. Malgré le bon déroulement des législatives du 10 mars, la Guinée-Bissau
tente encore de sortir de la crise qu'elle traverse depuis août 2015. 12 candidatures ont été retenues par la Cour suprême pour le premier tour de la présidentielle fixé au 24 novembre, dont celle du président sortant, José Mario Vaz, exclu du PAGC et qui se présentera en candidat indépendant. En bref, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a dénoncé une tentative de provoquer une crise ethnique et religieuse après des violences qui ont fait 67 morts cette semaine. Lors de sa première déclaration depuis le début des affrontements, le chef du gouvernement a affirmé que la crise que traverse le pays pourrait encore s'aggraver si les Éthiopiens ne s'unissent pas. Les violences ont éclaté mercredi dernier dans la capitale Addis Abeba avant de se répandre dans la région d'Oromia lorsque les partisans d'un activiste controversé, Jawar Mohamed, sont descendus dans les rues. Les affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre, mais aussi des communautés entre elles. La République démocratique du Congo et les armées des pays voisins veulent unir leurs efforts contre les groupes armés dans la région des Grands Lacs. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue à Goma cette semaine par les chefs des armées des pays de la région. Les détails. Les chefs des armées de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda, en réunion à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo cette semaine, ont décidé d'unir les efforts de leurs forces pour une traque des rebelles en RDC. Les participants se sont concertés sur la sécurité dans la région des Grands Lacs. Loin de là, nous mutualisons pour traquer ces gens sur les frontières. Messieurs, retenez que ces gens traversent toutes les frontières de beaucoup de pays et font du mal. Et nous devons nous mettre en garde, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir faire ce travail-là. Les forces négatives, quelles qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, c'est l'occasion de déposer les armes, de se rendre, parce que sinon elles seront totalement écrasées. Et donc notre peuple doit comprendre que toutes les actions que nous entreprenons, c'est pour qu'ils soient en paix et en totale paix. Cette réunion fait suite à celle tenue en septembre afin de mettre un thème aux réflexions stratégiques sur la mutualisation des efforts afin que la paix devienne une réalité dans cette région du continent. La région du Kivu, comme toute la façade orientale de la RDC, est en proie à l'insécurité depuis 25 ans en raison de la présence de dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces derniers, on compte les milices ougandaises des Forces démocratiques alliées, ADF, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, ou les rebelles burundais des Forces nationales de libération, FNL. Ces groupes sont accusés de nombreux crimes en RDC. Le Sénégal a commencé l'expérimentation de l'énergie éolienne en attendant la jouissance sous peu. Le pays recevra bientôt ses premiers mégawatts produits grâce au vent de manière industrielle. Reportage. Le Sénégal fait un pas vers l'objectif de fournir l'électricité à tous et de diversifier son mix au profit des énergies renouvelables. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, dans l'Ouest, premier projet d'énergie éolienne à échelle industrielle au Sénégal, sera connecté au réseau dans la deuxième semaine de décembre. Dans une première phase, d'après le directeur général de l'Ekela Sénégal, 50 mégawatts seront injectés grâce à 16 éoliennes dans le réseau de la Sénélec, la compagnie nationale. 158 mégawatts seront livrés en 2020 par 46 turbines s'élevant jusqu'à 180 mètres de haut. La centrale va satisfaire un besoin urgent. Ce parc va couvrir en capacité installée 15% de la production nationale. Ainsi, des millions de personnes seront servies. Le développement énergétique est un chapitre capital du plan Sénégal émergent. Ce dernier est élaboré par le pouvoir et vise à transformer l'économie du pays en croissance pour le mettre sur la voie de l'émergence d'ici à 2025. Le pouvoir compte élargir l'accès à une électricité bon marché, augmenter les capacités de production et rééquilibrer le mix où le pétrole et le charbon importé prédominent lourdement. Donc on est très fiers d'avoir implanté le premier parc éolien en Afrique de l'Ouest. Et je pense que pour le pays aussi, c'est un parc qui fait partie du programme Plan Sénégal émergent, si cher au gouvernement du Sénégal. Et aussi, avec ce parc-là, la Sénélec va avoir un mix énergétique qui va approcher de 25%
d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du pays. Le Sénégal, avec son ensoleillement et plus de 500 km de côte, dispose d'un potentiel d'énergie propre appréciable. La part des énergies renouvelables est estimée à environ 20% grâce au solaire et à la construction récente de plusieurs centrales photovoltaïques. Le projet revendique une forte implication sociale en faveur des populations locales, comme la création d'emplois et de routes pour les agriculteurs et en faveur de la biodiversité par le reboisement. Au Bénin, le syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés a organisé une journée de réflexion sur la redynamisation du transport dans le pays. La question de la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin était également au cœur des échanges. C'est un reportage de Candice Degwe. Rapport de relations entre transporteurs et importateurs, relations entre transporteurs et conducteurs, relations entre coursiers et représentants des importateurs, relations entre l'État et les syndicats et impact de la fermeture des frontières nigérianes au niveau du secteur transport. Voilà entre autres les points sur lesquels ont réfléchi les membres du syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés au Bénin, Sintra, INAB. C'était à l'occasion de la journée de réflexion sur la redynamisation du transport au Bénin. Notre port, qui est le poumon de l'économie nationale, qui donne plus du travail à tous les transporteurs au Bénin, n'est pas sans inconvénients suite à la fermeture. Donc, une fois que le port est touché, notre activité est touchée et ceux dont les activités ont rapport avec le transport, tous sont touchés. Le géant Nigeria, en Afrique de l'Ouest, joue un rôle important dans l'économie de la sous-région. Et quand une mère refuse que le bébé tète son sein, la maman même, le lait risque de lui causer des ennuis. Et nous profitons de votre micro pour solliciter l'indulgence du président Buhari, qui au jour d'aujourd'hui connaît les raisons qui sous-tendent la fermeture des frontières. Plus d'un mois après leur fermeture le 20 août dernier, sur décision du président nigérien Muhammadu Buhari, les frontières nigérianes restent légalement infranchissables aux véhicules d'occasion et à divers produits alimentaires. Si l'économie béninoise est durement touchée, car très dépendante de ses exportations vers son voisin nigérian, les autres pays de la sous-région, notamment le Togo, ne sont pas épargnés. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.